bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Vipin. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog où je vais vous parler de quelques lectures que j'ai fait en décembre et de celles que j'ai fait déjà pour le mois de janvier. Alors on va commencer par un audio que j'ai fait en décembre et qui était vraiment pas mal du tout. Le dernier écrivain que ça s'appelait, et franchement, je l'ai trouvé totalement par hasard parce qu'il était dans mon abonnement Audible et qu'il était parfait pour, pareil, mon ABC Thriller Polar Challenge. Et c'était une super surprise. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne connaissais absolument pas avant de l'avoir vu débarquer dans l'abonnement. Et pas mal du tout. J'ai adoré la plume. Elle est vraiment d'une douceur, dans un côté sombre quand même, parce qu'on est dans un policier. Mais elle nous enveloppe. Elle est tout dans des descriptions. Un côté vraiment dans le monde de la littérature, parce qu'on suit une jeune femme qui est en charge de plusieurs écrivains et dont le dernier qu'elle a, il a gagné un prestigieux prix littéraire. Et elle est ravie que l'un de ses poulains ait gagné un prix, et surtout qu'elle apprécie tout particulièrement cet homme qui a quelque chose tant en tant que personne que en tant qu'écrivain qui est différent des autres. Et elle fait tout pour l'accompagner, pour qu'il aille récupérer son prix littéraire en Suède, mais rien ne va se passer comme prévu, parce qu'au moment de devoir récupérer son prix, cet écrivain a disparu. Que s'est-il passé? Où est-il passé? Est-ce qu'il a fui parce qu'il avait peur, parce qu'il ne voulait pas de cette notoriété? Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'on l'a kidnappé? Personne ne le sait parce que personne ne l'a vu, personne ne sait où il est ni ce qui lui est arrivé. Et on va devoir justement, avec elle, faire une espèce d'enquête, une espèce de chasse au secret, au mystère, parce que à un moment de l'histoire, ça j'avoue, je l'avais pas vu venir, c'était pas mal du tout. Il y a un revirement de situation où au début quand je l'ai écouté, ça se passe à la fin d'un chapitre et j'étais là: «Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le narrateur? Attends, j'ai pas bien compris». Et au final, le début du chapitre suivant part sur complètement autre chose, donc j'étais là: «Bah, attends, zut! Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu?» Et au final, le chapitre suivant revient sur cet élément crucial qui a été dit un petit peu avant, qui était vraiment ce que j'avais entendu, et ça change complètement la donne. Et j'étais là: «Waouh, ça je l'avais pas vu venir, ce revirement de situation incroyable pour la suite du récit, qui change vraiment tout», comme je vous dis. Et à partir de là, on va partir sur une autre dimension de l'histoire, avec un autre point de vue, j'ai envie de dire, qui est vraiment chouette. Et jusqu'à la fin, même si en plein milieu, on sait, on va dire, ce qui s'est passé, on ne sait pas le pourquoi du comment, et tout défile jusqu'à la fin avec des rebondissements, avec des secrets dévoilés, avec des non-dits qui étaient vraiment chouettes. J'ai beaucoup aimé, je vous dis, tant au niveau de l'histoire que de cette plume envoûtante, très littéraire, très approfondie, qui nous calme, qui nous berce. Franchement, c'était très chouette et la voix de la narratrice est parfaite. Elle a un ton qui nous transporte, enfin en tout cas qui moi m'a transportée, et ce qui fait que j'ai beaucoup aimé cette dernière lecture. Et par contre, si je vous parle de cette autre lecture audio que j'ai fait en décembre et que je n'ai pas du tout appréciée, on change du tout au tout entre une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée et je suis passée après à celle-ci parce qu'elle faisait 3 heures d'écoute, donc je me suis dit: «Oh, ça va être un petit truc tranquillou, en même pas 2 trajets, c'est bon, je l'aurai plié, c'est parfait, je vais pouvoir, enchaîner mes lectures pour le mois de décembre». Oui, bah, vous savez que 3 heures, ça peut être très, très long quand on n'aime pas une histoire. Oh là là, je suis vraiment désolée pour l'autrice, mais j'ai pas du tout accroché. Ça s'appelait Chocolat chaud et marshmallow. Et alors oui, c'est une romance de Noël, donc j'aurais pu soupçonner que je n'allais pas aimer. Mais à ce point, quand même, quand même. J'ai pourtant été attirée par cette douce couverture très gourmande qui était parfaite pour cette ambiance un petit peu de Noël, des fêtes et d'hiver, parce qu'il fait très froid quand même au moment où je filme, et il faisait également froid quand je l'ai lu, donc c'était parfait.
cette ambiance un petit peu chocolat chaud, fête de fin d'année. Parfait. En plus, on était entre l'Angleterre et l'Écosse, 2 pays que j'aime tout particulièrement. Que demande le peuple? Et on est sur une histoire un petit peu classique, j'ai envie de dire. Point de vue qu'on est sur une jeune femme qui va retrouver son copain qui vit à l'étranger pour les fêtes de fin d'année et notamment pour Noël. Et quand elle arrive sur place à Londres, elle fait la rencontre d'un charmant jeune homme dans une auberge de jeunesse qui a vraiment tout pour plaire. Il est beau gosse, il est gentil, il est drôle, il lui fait connaître le chocolat chaud made in London. Bref, tout est parfait, il lui plaît, mais le problème c'est qu'elle est déjà en couple quand même. Donc, bah ça le fait pas. Elle se dit: «Ce n'était qu'une passade, un petit crush comme ça sur un garçon qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam» et elle retourne à ses occupations, sauf qu'elle se rend compte que, bah, finalement, quand elle récupère, son copain, bah, son copain l'a trompée. Ouais, pas de chance. Donc, rupture, le jour de Noël, ce qui est un peu ballot quand même et un peu triste et elle se dit que, bah, quitte à avoir, gâché ses fêtes et se retrouver toute seule, dans un pétrin monstre le jour de Noël et ben, elle aimerait bien quand même revoir ce petit crush qu'elle avait eu pour ce jeune homme donc qu'elle ne connaît absolument pas, dont elle ne connaît que le nom, ainsi que le fait qu'il vive en Écosse. Et la voilà partie pour un périple pour retrouver cet homme qu'elle ne connaît pas, dans un pays qu'elle ne connaît pas non plus, le jour de Noël, en plein hiver, donc très, très froid. Quasiment sans le sou, sans ressources et sans jugeote aussi, hein, accessoirement parlant, parce que, waouh! Elle en tient une couche, hein, l'héroïne. Et le problème, c'est ça, c'est qu'elle en tient une couche et qu'elle enchaîne des trucs, mais tellement énormes que c'est pas crédible pour dessous, malheureusement. Alors, je veux bien que certaines situations soient là pour faire avancer l'histoire et c'est une romance de Noël, on sait bien qu'ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre, c'est fait pour ça. Mais là, franchement, non. Juste non, pas possible. Des situations, mais d'un ridicule, d'un kitsch ou d'un pas pour moi du tout, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'ambiance noëlesque, ça c'était chouette. Le fait que ça se passe entre l'Écosse et Londres, c'est chouette aussi, même si on n'a pas vu quand même grand chose des paysages, londoniens ou, écossais. Fort dommage. Mais après, comme le reste, non, c'est bourré de clichés, c'est bourré de mièvreries, c'est bourré de tout ce que je n'aimais pas et malheureusement, ça m'a pas fait passer un bon moment de lecture. Doublé du fait que c'est une voix virtuelle qui lit le livre. Pourquoi? Pourquoi, au grand pourquoi, essayer «d'économiser» entre guillemets de l'argent à ne pas payer un humain pour faire cette daube qu'est la voix virtuelle? Pourquoi? Ça ruine complètement le livre et c'est pas parce que là, c'était une romance que je n'ai pas aimée, ça aurait très bien pu être un livre de fantaisie fantastique que je pense que la lecture ne m'aurait pas plu, tant la voix virtuelle est à chier. Pardon du peu, mais zéro intonation, ton monocorde à souhait, accent anglais pourri, voire inexistant, il y a rien qui va. Rien du tout, du tout, du tout et le problème, c'est que comme il n'y a pas d'intonation, comme il n'y a pas de vie, comme il n'y a pas de sens à cette lecture et beh, franchement, c'est nul, hein. C'est je suis désolée de le dire comme ça, mais on s'ennuie. On s'ennuie parce que le ton est le même quand la personne est en colère que quand elle est triste, que quand elle rigole et quand je vous dis, il y a la plupart des mots sont en anglais vu qu'elle est dans des pays anglophones et il y a rien qui va. Un pub, franchement, un pub, non, non, la traductrice en moi hurle: «Non, ce n'est pas possible». Donc bref, non, pas du tout, pas du tout. La voix virtuelle, nulle, pourrie, ne faites plus ça franchement, payez des vrais narrateurs pour qui c'est le métier et qui vont mettre beaucoup plus de cœur à l'ouvrage qu'utiliser une IA de merde qui va vous faire un travail de merde. Je suis désolée, mais ça n'est pas passé. Cette lecture-là, audio, c'était un non.
En revanche, je suis en train d'écouter une autre lecture audio que j'ai pris grâce à un crédit Audible et que j'attendais de découvrir depuis pas mal de temps, que j'avoue j'aurais voulu découvrir pour l'automne parce que c'était parfait pour le Pâques, car j'écoute enfin Mexican Gothic. Oui, enfin. Je l'avais en version e-book, mais c'est vrai que l'avoir une bibliothèque dématérialisée, c'est chouette, hein, ça prend pas de place. Mais je pense absolument pas aller regarder les livres que j'ai dedans, hein, donc il est resté prendre la poussière depuis tellement longtemps que quand j'ai vu qu'il existait en audio, je me suis dit: «Allez, je vais le prendre ici, comme ça va me forcer, on va dire, à le sortir. Au moins là, je sais qu'il est là parce que quand je veux scroller ma prochaine écoute, je vois ma bibliothèque». Donc ça y est, je l'ai lancé. J'en suis oh, j'ai bien entamé maintenant, peut-être, vers la moitié, je pense que je suis. C'est assez lent, j'avouerai. Je m'attendais pas à ce fil narratif qui s'étire, mais c'est pas mal, point de vue justement de l'ambiance gothique qui est installée dans ce récit. Avec cette jeune femme qui doit se rendre au chevet de sa cousine malade dans un manoir, tout ce qu'il y a de plus justement, gothique à souhait. Il est perché sur une montagne qui est entourée de brume, cerclée par des précipices, ornée d'un cimetière et où une seule et unique route mène à une famille taciturne à souhait, certainement perclue de secrets, de non-dits et où on sent qu'il y a quelque chose d'assez malsain, d'assez étrange à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe réellement, on ne sait pas pourquoi cette cousine est malade, mais en tout cas, ce que Noémie sent, c'est ce que le lecteur ressent. Il est mal à l'aise quelque part, il se sent pas bien dans ce manoir. Il y a quelque chose qui suinte des murs. Est-ce que ce sont des fantômes? Est-ce que ce sont juste la mémoire des murs, des cauchemars qui viennent les hanter? Est-ce que c'est juste cette famille qui est complètement à côté de la plaque, j'ai envie de dire? On ne sait pas trop. Oh là, en tout cas, là où j'en suis, je ne sais pas trop. Il y a un soupçon de fantastique où on se demande s'il n'y a pas quelque chose d'un peu, paranormal derrière. J'attends de voir. L'ambiance est enveloppante, c'est pas mal du tout. C'est un peu lent à mon goût, mais je suis quand même bien au niveau de l'ambiance et de l'esprit de l'histoire, donc je suis curieuse de pouvoir lire la suite et peut-être que dans la prochaine séquence, je vous en reparlerai. J'ai également lu 2 SP au mois de décembre. J'ai lu Abyss, le tome 2 qui s'appelle Mu? Je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas, je l'ai lu. Et c'est donc la suite du premier tome d'Abyss parallèle que j'ai lu un peu plus tôt dans l'année et j'étais très contente que l'auteur me refasse confiance en m'apportant le second tome où j'espérais plein, plein, plein de révélations. J'en ai eu quelques-unes, il est vrai, mais il va y avoir un tome 3. Donc le suspense et l'attente sont à leur comble. Mais je peux pas trop vous parler du tome 2 sans vous spoiler un petit peu ce qui se passe dans le tome 1, parce qu'on est vraiment à la reprise de la fin du tome 1. On reprend direct ce qui s'est passé. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est lisez le tome 1 déjà. Et la deuxième, c'est que on reprend après la fuite de personnages qui vont pas fuir longtemps finalement parce qu'ils se font recapturer quasiment aussitôt et ils sont transportés dans un endroit qui s'appelle donc Mu. Je ne sais toujours pas comment on prononce. Et donc dans Mu, on est dans un espèce de berceau des civilisations quelque part. Un carrefour entre les cultures, entre les visions, entre les mythes et légendes, entre les croyances, qui laisse le lecteur et notre héros assez perplexes et assez curieux de ce qui va s'y passer. Et vu l'inconvenu qu'il a eu avec Utopia dans le premier tome, que je vous invite toujours à découvrir, eh bien on se doute bien que découvrir Mu, oui, c'est chouette, mais il a bien envie d'en partir quand même parce qu'il n'a pas envie d'y être enfermé. Mais il a aussi sa curiosité et son intérêt naturel pour les choses inexplicables qui refont le dessus, donc il a envie d'en savoir plus. Et c'était pas mal du tout parce que j'aime bien justement ce côté qu'il y a sur l'histoire, sur la mythologie, sur un petit peu le mysticisme, tout ça croisé avec de la science, avec de l'écologie. C'est vraiment fascinant.
Le côté très archéologie aussi que j'aime beaucoup, très, très chouette. Les civilisations et la culture n'ont vraiment aucun secret pour l'auteur qui arrive à nous concocter quelque chose d'assez alléchant et qui nous laisse aussi sur notre faim au vu de ce tome 2 dont on n'a pas encore toutes les réponses. Et en parlant de tome 2, le dernier SP que j'ai lu pour l'année, il s'agit du tome 2 de la saga Les Faucheuses. Donc merci une fois de plus à l'autrice de m'avoir renouvelé là aussi sa confiance pour m'avoir fait parvenir la suite et fin de sa saga qui était pépite là aussi, très très chouette. Des idées, oh, fascinant. J'aime beaucoup justement la lecture pour ça. C'est que je trouve fascinant l'esprit des auteurs, les idées qui foisonnent et qui sont radicalement différentes. Là, entre deux livres complètement différents, à l'opposé l'un de l'autre, mais pourtant qui ont des idées incroyables. J'aime beaucoup ça. Et là, pareil, difficile de vous parler du tome 2 sans vous spoiler le tome 1 parce qu'on reprend directement à la fin de ce premier tome. Donc, pareil, lisez le tome 1 parce qu'en plus, il est vraiment intéressant. On est sur un concept où l'humanité ne peut plus mourir. Du jour au lendemain, l'humain est devenu immortel. Pourquoi? Comment? On ne sait pas, mais est-ce qu'il s'en ficherait pas un petit peu parce que c'est quand même cool d'être immortel, on peut faire ce qu'on veut. Et justement, comme on peut faire ce qu'on veut, eh beh, le côté criminalité a bien changé. Alors, il y a toujours certes du meurtre, du vol, du kidnapping et compagnie, mais ça, quelque part, on s'en fiche un petit peu. Oui, parce que maintenant, ce qui est important, c'est le crime écologique. Parce que vu que l'humanité ne cesse d'augmenter, eh bien, l'écologie, elle, ne cesse de dépérir. Et la Terre, bah, elle n'en peut plus d'avoir tous ces humains sur elle. Et maintenant, justement, ceux qui sont en prison, ce sont les criminels qui vont couper du bois, ce sont ceux qui vont polluer les océans, ce sont ceux qui vont utiliser les ressources de manière abusive. Et par contre, celui qui a tué son voisin, on s'en fout, c'est pas grave, de toute façon, son voisin va ressusciter. Vous voyez un petit peu le concept très intéressant du sujet. Et on va suivre nos deux héros, Zini et Tico, que tout oppose mais que tout rassemble en même temps, parce qu'ils ont été adoptés, parce que leurs vrais parents ont un secret qu'ils ont en commun, je ne peux pas vous en dévoiler plus, et parce que leurs parents adoptifs ont disparu tous les deux mystérieusement. Et dans le tome 2, on ne les a toujours pas retrouvés, ces fameux parents adoptifs, mais en attendant, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, et notamment le fait que peut-être que l'humanité va redevenir mortelle. Et là, chamboulement total, parce que la haute sphère politique n'a pas du tout envie de remourir. Elle est très très bien là où elle est, et elle a absolument pas envie que ça s'ébruite, que la panique générale se fasse certes, mais que les gens se disent ah bah si on peut recommencer à tuer de certaines personnes, on va s'en débarrasser de celles qui nous embêtent quoi. Donc vraiment pas mal du tout. Ce complot, ces secrets et en même temps ce côté très humain que l'autrice arrive à décrire, un mix entre de la post-apo un petit peu, de la SF, du social aussi. Il y a beaucoup d'humains et beaucoup d'idées qui sont vraiment très chouettes et qui résonnent un petit peu avec notre actualité aussi. Vraiment très intéressant. Et là, on avait été sur la fin d'une saga vraiment chouette, mais l'autrice me dit que peut-être, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Je ne vous en dis pas plus. Lisez en tout cas le tome 1 et le tome 2 et laissez-vous porter par cette plume et par cet univers vraiment sympathique. J'ai lu un petit graphique vraiment très touchant au mois de décembre et dont j'attends le tome 2 avec grande impatience parce que la fin du 1, ah ouais, elle pourrait se suffire en elle-même finalement. Mais vu qu'il y a marqué le 1 sur 2 au niveau de la couverture, non, je veux absolument savoir ce qui va se passer ensuite. Connaissez-vous Mitsuo? C'est vraiment beau, très doux et touchant. L'histoire de cette mère dont le fils est vraiment renfermé sur lui-même, il est dans son monde, il a une forme d'autisme qui fait que il vit dans un univers de super-héros qui sont ceux de sa bande dessinée favorite, et lui, il ne vit que par ça. Ce sont des personnages qui vont de planète en planète pour faire des explorations, des combats intergalactiques, et lui, il fait partie, on va dire, de cette tribu qui va aller explorer de nouveaux horizons et qui doit défaire les méchants contre les forces du mal. Mais à côté de ça, il a une mère qui est
complètement désemparé, qui ne sait plus quoi faire pour l'aider, pour le guérir, pour le sortir de cette torpeur, de ce monde imaginaire qu'il s'est construit. Et on a toute la sphère sociale qui est contre ses parents désemparés, avec un enfant qui ne sait pas s'intégrer socialement, qui ne peut pas interagir avec d'autres élèves à l'école, qui n'arrive pas d'ailleurs à suivre les cours de manière normale. Et les professeurs n'ont pas le temps et n'ont pas envie d'offrir leur force et leur temps à un seul élève sur toute la classe. Des institutions spécialisées veulent étudier le cas de cet enfant, mais en même temps, ils veulent aussi l'enfermer et le laisser dans un endroit où il fera ce qu'il voudra, mais entre guillemets, il fait plus partie de la société. Et ça, sa mère, elle peut pas se résoudre à abandonner son fils. Donc, elle se dit que le tout pour le tout, elle va l'emmener avec elle, partir dans un autre endroit et essayer de s'intégrer à l'univers de son fils dans cette ambiance de super-héros pour essayer de comprendre son monde, d'essayer de comprendre son raisonnement et l'en faire sortir petit à petit. Et c'est vraiment beau, touchant, chouette, avec un graphisme vraiment sympathique, des belles couleurs, des personnages très attachants, mais comme je vous dis, une fin. Ah oui, ça pourrait se terminer ici, mais non, ça ne peut pas se terminer ici non plus. J'ai très, très hâte d'avoir la suite et je remercie fortement ma bibliothécaire qui m'a dit: «Oh, celui-là, je l'ai adoré et je veux la suite». Oui, je comprends. Oui, j'ai adoré et oui, je veux la suite aussi. Donc franchement, une très jolie découverte de fin d'année. Et vite fait, je vais vous parler des 2 derniers livres que j'ai lus en décembre avant d'enchaîner sur le premier que j'ai lu en janvier. Celui que j'ai lu en décembre, il s'agissait d'un Laetitia Arnoux. J'en ai enchaîné presque 3 en 2025, alors que j'en avais encore jamais découvert sa plume il y a peu. Ici, c'est un Noël à Bleakhill Castle. Et comme tous les objets livres des éditions Twinkle, c'est absolument sublime. Et ici, on est, on va dire, un petit peu dans une romance de Noël, même si c'est pas tout à fait ça le fond de l'histoire non plus, parce qu'on est plutôt dans un côté assez historique, avec un soupçon de fantastique derrière. Parce qu'on est ici dans un château, un manoir, d'ambiance un petit peu gothique, un petit peu enneigé comme ça, où notre jeune héroïne Alva va passer les 12 prochains jours. Mais ce qui pourrait l'enchanter, parce que justement, elle n'a pas du tout l'habitude d'être dans une demeure aussi somptueuse, mais le problème c'est que le lord qui y habite, il est grincheux, il est taciturne, il est bougon à souhait, et il l'agace tout autant qu'il l'attire. Et elle aimerait que ce lord mette à profit sa fortune pour aider les plus nécessiteux. Et est-ce que la magie de Noël va interagir en leur faveur ou va donc les isoler complètement à cause du froid et de la neige? Je vous laisserai le découvrir, ce qui s'est passé à Bleakhill Castle pendant la période de Noël. C'était pas mal du tout. C'est pour le moment pas mon préféré de Laetitia Arnoux parmi ceux que j'ai lus. Il était un peu plus lent, j'ai trouvé, à se mettre en place, mais sa plume est toujours aussi douce et toujours aussi enveloppante. Et le petit côté fantastique qu'elle est venue distiller comme ça à travers les murs de ce château était vraiment sympathique. Donc, une belle découverte, mais pas mon préféré. Et en parlant de préféré, oui, évidemment, je n'ai pas pu résister très longtemps avant de sortir le 14e et dernier tome de Mercy Thompson. Parce que j'adore cette saga, tout bêtement. J'ai dévoré toute sa saga Mercy Thompson et j'ai dévoré toute la saga Alpha et Omega. Et je veux déjà un tome 15 et je veux déjà la suite aussi d'Alpha et Omega parce que Patricia Briggs, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Cette autrice, je l'adore. Elle est incroyable. Elle a une plume qui fait que on est bien dans son univers avec ses personnages et on a envie d'être pote, franchement, avec Mercy, avec la meute de loups-garous et d'aller combattre avec elle ici des géants des glaces, pourquoi pas des faées, des trolls, des sorcières et des vampires. C'est super chouette. Et ce que je me disais, c'est que c'est un tome par an, donc c'est long parce que je les ai tous, la suite n'est pas écrite, mais
À chaque fois qu'un nouveau tome sort, c'est comme si je revenais à la maison, finalement. Je retrouve mes anciens compagnons, je retrouve un univers que je chéris beaucoup, je retrouve une ambiance, folle, amicale, drôle, combative que j'aime tout particulièrement et ça me fait toujours autant plaisir de retrouver Mercy, ses aventures, ses nombreux problèmes et que dans lesquels elle arrive à se fourrer à chaque fois. Bref, très, très chouette. Je suis toujours aussi fan des couvertures qui sont somptueuses et je ne peux dire qu'une chose, milady, continuez à publier cette saga en poche, s'il vous plaît, tant Alpha Omega que Mercy Thompson parce que je ne pourrais pas faire un trait dessus. J'aime trop cette saga. Elle est incroyable. Et on en arrive donc au dernier roman que je voulais vous présenter dans cette séquence, mais qui est déjà très longue. Et c'est le premier roman que j'ai lu pour le mois de janvier, qui n'était pas du tout prévu parce que je l'ai vu sur une étagère de ma médiathèque. La couverture m'a interpellée. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai fait Oh, original, intéressant, j'achète. Non mais, le chien Oui, moi, vous mettez un chien sur une couverture, oui, je fonds, évidemment, j'adore les chiens. Mais ce chien, il s'appelle Demain. Et vous savez quoi, ce chien, il est centenaire. Comment c'est possible, me direz-vous? Mais figurez-vous que le maître de ce chien est alchimiste et qu'il a trouvé la formule pour la vie éternelle. Et comme il n'avait pas envie de traverser les âges tout seul, eh bien, il a fait de son compagnon à quatre pattes l'ami fidèle qui va le suivre à travers les âges. Sauf qu'à un moment, le maître et son chien sont séparés et le chien va tout faire pour le retrouver à travers les époques, à travers les villes, à travers les pays, pour essayer de retrouver son maître. Oh, qu'est-ce que c'était chouette, original, prenant, un peu fou presque, de se dire que ces personnages ont traversé les époques, ont vécu des guerres, ont vécu des sièges, ont vécu la Renaissance, ont vécu l'art dans son apogée. Et ce chien, cette boule de poils et d'amour qui est pour son maître et qui va tout faire, vraiment tout, pour le retrouver. On sent vraiment ce que c'est la fidélité qu'on dit d'un chien envers son maître. Elle est représentée ici de la plus belle des manières, avec une plume qui part un petit peu parfois dans tous les sens, il est vrai, parce que on alterne les points de vue entre certains personnages, entre les diverses époques, on fait des allers-retours comme ça. Donc c'est un petit peu des fois étrange et un petit peu, oui, donc confus, mais derrière, on en revient à ce personnage qui est Demain, qui est touchant, qui est d'une douceur et qu'on a envie évidemment de garder avec nous toute notre vie et de traverser les âges à ses côtés. C'est peut-être un peu égoïste, il est vrai, de dire je veux garder mon compagnon à vie, mais en même temps, quand on aime les animaux, quand on a des animaux, c'est tellement dur de se dire qu'on va les perdre que je comprends à 3000% ce que cet homme a ressenti et le pourquoi il a fait de Demain un chien exceptionnel et un chien donc qui va le suivre à travers toute une vie. Très très joli comme histoire. Je connaissais pas du tout. C'est de Damien Diben et c'est publié chez Brajlon. Oui, c'est ça, chez Brajlon. Franchement, traduit de l'anglais par Cédric Degotex et Louise Malagoli. Vraiment chouette. Ils ont fait du très bon boulot. Je me suis perdue dans la contemplation des époques avec ce petit chien que j'ai trouvé évidemment adorable du début à la fin. Et c'est donc avec Demain que je vais clôturer, je pense, cette séquence. J'hésite sur les prochains livres que je vais lire. J'en ai deux avec lesquels j'hésite. Je ne vais pas vous demander de me dire lequel je pourrais choisir pour ma prochaine lecture, parce que certainement que quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà fait ma sélection. Mais je vais vous les montrer. J'hésite entre deux styles complètement différents et de tailles complètement différentes, j'ai envie de dire. Avec le premier, c'est celui-ci, qui est tout petit, qui s'appelle L'agneau égorgera le lion, et qui fait partie du prix Livradix. C'est pour ça que j'ai envie de le découvrir, qu'il a l'air très très chouette. Aux éditions Argile en plus. J'avais très envie de découvrir cette maison d'édition, donc ça tombe très bien. Et l'autre, qui est un bon gros pavé, mais qui est La Villa aux étoffes. Donc, j'ai très envie de découvrir les deux. Le premier pourrait se lire très rapidement,
Mais j'adore la villa aux étoffes. Et il est gros. Donc je ne sais pas encore. Vous verrez certainement peut-être dans une prochaine séquence que je vous parlerai de duquel m'a le plus tenté. Mais en attendant, je vais la couper ici et on se retrouve donc un peu plus tard. Et recoucou! Me revoilà pour certainement la suite et fin de ce vlog parce que j'ai vu que la première partie était déjà très grande. Donc la résolution de faire des vlogs plus petits, peut-être à partir de février, hein, mais janvier déjà, bof. Donc, on va commencer tout de suite en vous parlant de ma lecture actuelle. Il s'agit donc de La Villa aux étoffes, le 5e tome, Tempête sur la Villa aux étoffes. Je l'ai, voilà, plutôt bien entamé, j'en suis, attendez, je vous dis, deuxième partie, 379 pages, chapitre 26. Donc c'est un bon gros bébé. Oui, j'ai bien entamé un tout petit peu plus que la moitié. Et c'est toujours aussi chouette. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet, dans la galère même, j'ai envie de dire, parce que on est au tout début de la guerre 39-45 et ça y est, Hitler commence à prendre le pouvoir et la villa aux étoffes, eh ben, elle est en pleine tempête, hein, comme dirait le titre, parce que Marie a des origines juives. Et autant vous dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça va pas le faire du tout. Donc, sans vous spoiler, elle va être obligée de prendre une très grosse décision qui va mettre, beaucoup d'émoi au niveau de la villa, au niveau de son couple, de ses enfants et j'en suis à ce moment où elle a pris cette fameuse grande décision et j'entame, on va dire, le début de la seconde partie avec un long voyage. Je vous en dis pas plus, parce que c'est quand même le 5e tome de la saga, l'avant-dernier. Mmh. Quelque chose me dit que cette année, je vais terminer cette saga et que j'aime tout particulièrement et je pense que, j'aurais bien envie de directement d'avoir une autre saga de Anne Jacobs. J'en ai plusieurs qui m'intéressent, on verra, mais en attendant donc, celui-ci est très chouette et il me reste encore un petit peu de pages avant de le terminer. Et si vous vous souvenez dans la séquence d'avant, je vous avais dit que j'hésitais entre 2 livres. La Villa aux étoffes dont je vous ai parlé juste là et un autre que j'ai donc lu et redonné à ma médiathèque entre-temps, donc je vous ferai un insert pour la merveilleuse couverture que j'ai trouvée vraiment très jolie. L'agneau égorgera le lion. Très bizarre ce titre. La couverture est sublime, même s'il y a ni lion ni agneau, je n'ai pas tout à fait compris, mais waouh! Ah, c'est ma première découverte des éditions Argile et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. C'est même, pour moi une excellente découverte et je vais pouvoir voter parce qu'il était parmi les finalistes du prix Livre Addict et j'ai lu 2 livres dans la catégorie horreur et lui, je l'ai adoré. Très chouette, même si c'est un premier tome, ce que je ne savais pas en l'entamant et après l'avoir lu et avoir été fouiner justement sur Livre Addict pour voir quel était ce second tome que j'ai déjà envie de connaître, je me suis rendu compte que le second tome était dans ma wishlist. Et je me suis dit: «Ah, bah, heureusement que j'ai pas commencé par lui finalement, vu qu'il y avait un tome avant» et waouh! Cette plume, cet univers, ce côté mystique, fantastique, très étrange, on est dans une sorte de post-apo où il reste des petits blocs de population disséminés à droite à gauche, mais qui doivent se planquer parce qu'il y a une étrange créature, un cerf, un petit peu zombie, un petit peu démon, on ne sait pas tout à fait ce que c'est, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il est là pour tuer des gens. Et si vous êtes dehors à la nuit tombée, c'est lui qui règne et ça craint pour vous, sévère. Et ensuite une jeune femme qui erre sur les routes parce qu'elle, sa passion, c'est de voyager malgré le contexte actuel. Elle aime toujours autant ça. Elle arrive dans cette fameuse ville, un petit peu de survivants, où il y avait un de ses meilleurs amis qui vivait avant une fin tragique et elle est là pour savoir
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle veut enquêter et elle comprend pas bien ce qu'il se passe. Elle comprend pas bien ce que c'est cette espèce de cerf bizarre, ces espèces d'animaux qui n'ont plus d'entrailles, qui n'ont plus de cage thoracique, qui sont à moitié vivantes, à moitié mortes, mais très étranges. Et le lecteur aussi veut comprendre ce qui se passe parce qu'on est lancé comme ça au milieu d'un monde qu'on ne comprend pas bien. Et arrivé à la fin du premier tome, il y a quelques éléments où on comprend un petit peu ce que sont ces étranges créatures, mais c'est comme je vous disais, un tome 1. Donc il y a plus encore derrière et je veux savoir ce qu'il y a plus et en plus, ça fait beaucoup de plus. Sur la couverture du tome 2, il y a des dinosaures. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas s'il y a un cerf-démon dans le premier, pourquoi pas un diplodocus dans le second? Moi, je dis pas non, hein, j'aime beaucoup les dinosaures, donc je suis extrêmement curieuse d'aller voir si la couverture renferme vraiment ces créatures mystiques. Bref, premier tome, très chouette, une ambiance de fou. J'adore les post-apo et j'ai très envie d'en lire plein, plein, plein cette année. Cette année qui commence bien donc avec celui-ci, un très chouette roman d'horreur, même si j'aurais voulu encore plus parce qu'il est assez court, donc il aurait presque mérité d'être encore plus étoffé tellement il était chouette, mais en tout cas, une super découverte. Quelque chose me dit que je vais mettre mon nez un petit peu plus dans les éditions Argile parce que celui-ci était très bien. Oh, et en parlant de très bien, j'ai lu un graphique, pareil, qui a été sélectionné pour le prix Livre Addict de cette année et waouh, je l'ai adoré. Quand j'ai froid, déjà cette couverture est trop belle. Je la trouve vraiment douce, hivernale à souhait, c'est parfait pour la saison dans laquelle je l'ai lu. Et je connaissais pas bien ce qui allait se passer. Je me doutais qu'il y allait avoir une relation touchante entre cette jeune femme et cette petite mamie. Et le constat est que quelle jolie plume de dessinateur, quelle jolie émotion, quelle jolie idée qu'il y a eu derrière cette œuvre, parce que franchement, très chouette. Il y a quasiment pas de dialogue. Je crois qu'il y a 4 bulles à tout casser dans tout le roman graphique, mais il y en a pas besoin. Honnêtement, tout passe par l'émotion des cases, par la disposition des personnages, par leur faciès, par leurs émotions qu'ils véhiculent à travers leur posture, à travers les images, à travers la colorisation. C'est excessivement bien pensé. Et donc, cette jeune femme qui vit seule, qui s'ennuie un petit peu dans sa vie, qui est très monotone finalement, un jour, en récupérant son courrier dans la boîte de son immeuble, elle va croiser cette petite mamie qui va entamer la conversation en lui disant que quand il fait froid, elle rapetisse. Et de là, une amitié incongrue va voir le jour et on va suivre justement le quotidien de ces deux voisines de palier qui ont des générations d'écart, qui ont des années-lumière d'écart au niveau des goûts, au niveau de leur manière de vivre, de leur façon de penser. Il y a cette jeune femme et cette vieille dame, et elles vont nouer une amitié très touchante, très belle, qui va commencer petit à petit à se ternir par la maladie de la grand-mère, qui va drôlement affecter autant, je trouve, le lecteur que la petite mamie, que la jeune protagoniste. Waouh! Que d'émotions! C'est vraiment beau, c'est très touchant, c'est très triste en même temps et honnêtement, pour avoir eu quelqu'un dans ma famille qui a souffert de cette maladie, en tant que proche et en tant que personne donc qui a côtoyé cette maladie, l'autrice a tapé juste. Franchement, elle a vraiment tapé juste et quel trop plein d'émotions! C'était vraiment waouh! Le cœur était gros vraiment en lisant cette, magnifique BD, ce roman graphique plein d'émotions. Combien de fois j'ai dit émotion dans ce vlog? Bref, très, très chouette et je pense que sans surprise, parmi ceux que j'avais lus dans cette catégorie, pourtant j'avais bien aimé les autres, mais honnêtement, je pense que je vais voter pour celui-ci parce qu'il était, incroyable. J'ai adoré cette belle lecture. Je vais vous parler à présent de 2 specs que j'ai lus pour le mois de janvier. Il y en a encore un que je suis en train de lire actuellement, mais je ne l'aurai pas terminé pour cette séquence, donc certainement on en parlera pour le vlog suivant. En attendant, je voudrais vous parler de Dystopia. Merci d'ailleurs à l'auteur de m'avoir contacté pour me le faire parvenir parce que très, très, mais alors très chouette, franchement.
Que de bonnes idées là aussi. Vous l'avez peut-être déjà vu passer parce que je l'ai mis pour mon Cold Winter Challenge et j'ai pu donc valider une petite catégorie et ça lui fait du bien parce qu'honnêtement, hein, voilà. Le Cold Winter bat de l'aile pour moi parce que j'ai vraiment pas beaucoup le temps pour lire en ce moment, mais j'ai eu le temps de lire Dystopia et waouh, tout est dans le titre. Franchement, on a une dystopie mixée à de l'intelligence artificielle et ça match. On a un schéma un petit peu classique, point vu qu'on a les riches et les pauvres, une société bulle qui a été scindée en deux parties, la partie du haut qui est donc réservée à l'élite, aux riches, aux puissants, à ceux qui ont de l'avenir, et la partie du bas qui est pour tous les pauvres, tous les oubliés, tous les malades, toutes les personnes dont on n'a pas du tout envie d'entendre parler et qui sont là pour être oubliées. Jusqu'au jour où il va y avoir une capsule de santé qui va être amené dans la ville du bas et qui va tout changer, tout bouleverser, tant pour les habitants d'en bas qui galéraient, qui ne connaissent même pas ce que c'est que le mot santé, que le mot médecine et à quoi ça sert. Et là, du jour au lendemain, tous leurs bobos quotidiens, plus ou moins importants, vont être soignés, vont être pensés. Et en haut, il y a ceux qui sont en mode: «Mais pourquoi est-ce qu'on s'embête avec des gens dont personne n'a envie d'entendre parler?» et ceux qui se disent: «Bah, les pauvres quand même, enfin quelque chose qui a été fait pour eux». Mais tout ça est sous couvert justement d'une machination qui a été faite tant par des humains que par une IA. Et c'est là que tout rentre en jeu avec le point de vue de plusieurs personnages qui sont à différentes échelles dans la société et avec cette fameuse IA qui est là pour les régir, pour les sauver, pour les aider, mais qui a peut-être des arrière-pensées malgré le fait qu'elle soit programmée. On ne sait pas tout à fait qu'est-ce qui lui est passé par la tête, entre guillemets. Et c'était très intéressant justement de voir ces différents points de vue, avec ces différentes étapes, des points de vue qui vont d'ailleurs assez vite finalement parce que le livre est condensé sur 6 jours. Donc il faut envoyer derrière. Et le rythme est assez soutenu justement, pour pouvoir nous permettre de nous acclimater certes à ce milieu et d'envoyer après la sauce parce que justement il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enjeux tant en haut qu'en bas, et pas mal de choses que je ne peux pas vous dévoiler parce que sinon je vous gâcherais tout le plaisir. Donc je ne peux que vous dire d'aller découvrir Dystopia, qui était vraiment très sympa. De très belles idées qui font pas mal écho, mine de rien, à notre société actuelle et à beaucoup de problèmes que l'on a également actuellement. Donc, ça fait réfléchir et c'est pas mal du tout. Et le deuxième aspect dont je vous parlais, il se nomme Disloqué. Donc merci à l'auteur de m'avoir contacté là aussi pour me le faire parvenir. Et là, on est sur un petit thriller fantastique. J'aime beaucoup ce mélange, je trouve ça vraiment très chouette. Et là, on est dans un espèce de huis clos, dans un petit village où il y a d'étranges disparitions et d'étranges meurtres. Parce que pourquoi pas les deux d'un coup. Et imaginez-vous, vous êtes justement dans un village un petit peu perdu dans le temps, où on a l'impression justement qu'on est bloqué dans le passé, où les personnes sont très pieuses et où elles se raccrochent justement à Dieu pour essayer de les sauver de cette bête féroce qui entrait les bois qui entourent le village. Personne n'y va, personne n'en sort, sauf Anna qui va devoir mettre les pieds dans ce village que tout le monde craint. Mais elle n'a pas tout à fait le choix parce que la pauvre Anna, elle a perdu sa maman et elle va pas bien. Elle est en dépression profonde, elle ne sait pas quoi faire de sa vie, elle ne tourne en rond, elle ne sait pas bien où ça va la mener, mais quand elle découvre qu'elle a un oncle qui lui est totalement inconnu et qui vit dans ce petit village de Ashtown dont on vient de parler dans le résumé, eh ben, elle se dit que c'est peut-être le moment de renouer avec un membre de la famille de sa mère, de découvrir peut-être un pan de son passé et surtout d'essayer d'aller vers un avenir un petit peu plus glorieux que son présent actuel. Sauf qu'elle s'attend pas du tout à aller dans ce village qui déteste les étrangers et qui va voir en elle le coupable idéal pour pouvoir la désigner comme la personne qui va attirer le mal, le malin, alors que les meurtres ont déjà commencé bien avant qu'elle arrive, mais qu'importe, il faut un coupable et ce sera elle. Sauf que elle compte pas se laisser faire, mine de rien, parce qu'elle a beau être dans une mauvaise passe, elle n'a pas tout à fait envie d'être déjà dévorée par cette fameuse bête, et en plus qu'on lui mette tous les maux de l'univers sur le dos.
Donc elle va essayer, avec son oncle, de lever le voile sur cet étrange village et les choses un petit peu particulières qui s'y passent. Et c'est un huis clos très dans l'ambiance, dans l'atmosphère, parce que le rythme est très lent, mais justement il y a cette bulle qui enveloppe le village ainsi que le lecteur, qui fait que on ne peut pas en sortir. Ou du moins, si on veut essayer d'en sortir, ce ne sera pas indemne. Parce qu'il y a des choses un petit peu mystiques, fantastiques, cette étrange bête qui rôde, qui semble faire partie du folklore telle une bête du Gévaudan. C'est l'incarnation du diable parce qu'ils leur font un coupable mystique, en plus de trouver un coupable humain. Et c'est vraiment cette ambiance un petit peu de village caché, un petit peu d'une communauté à part. Ça m'a fait penser aux deux films, The Village et The Burning Man, qui regroupent un petit peu tout ça. Un côté étrange où il y a plein de secrets, de questions, de non-dits. Un côté un peu fantastique avec cette forêt lugubre, brumeuse, où on n'ose pas s'aventurer de peur de finir dévoré. Y a-t-il vraiment une bête derrière ou est-ce un humain détraqué qui tue les gens? Pour le savoir, je vous laisserai donc lire le livre, qui était assez court, mais pas mal du tout. Un petit peu du mal, donc comme je vous dis, au niveau du rythme, et parfois c'était un peu confus quand on part vraiment dans le côté fantastique, mais au niveau ambiance et atmosphère, là, vous allez être servi. En plus, je l'ai lu pendant qu'il faisait super froid, il faisait de la brume, il y avait de la pluie, bref, j'étais dans l'ambiance parfaite. Et enfin, je vais terminer par mes lectures audio. Une que j'ai terminée et dont je vous ai parlé dans la séquence d'avant, et une que j'ai entamée et quasiment terminée, et qu'il faut absolument, absolument que je vous parle. Mais commençons par Mexican Gothic. Je l'ai enfin lu. Et j'ai bien aimé, mais je pense que je m'attendais quand même à mieux. Point de vue que j'ai entendu tellement, mais alors tellement de choses autour de ce titre, et il avait vraiment tout pour que je sois, mais en mode coup de cœur intersidéral. Et non. Non, non, parce que j'ai bien aimé, mais il manquait pas mal de choses pour que j'ai un vrai coup de cœur dessus. Notamment le rythme très lent. Là aussi, on est dans une plume d'ambiance. On est dans cet étrange manoir où il y a une famille très bizarre qui y vit, ou qui ont des mœurs particulières, où Noémie, elle est catapultée là-dedans pour essayer justement de voir pourquoi sa cousine est malade, de quoi elle souffre et si elle a besoin de soins un peu plus importants que du médecin de famille qui est Dieu en personne parce qu'il ne faut absolument pas remettre son diagnostic en question. Et il y a ces membres de la famille qui sont très bizarres, très louches, très malsains même, qui ont des comportements bizarres. Et le lecteur se sent pas bien avec Noémie. Justement, il se dit: «Il y a quelque chose qui va pas, il faudrait qu'elle s'enfuit de ce manoir, là, tout de suite, parce que, ça va mal finir». Et petit à petit, ça se met en place. Il y a ce côté, un peu fantastique derrière qui met beaucoup de temps à venir quand même, parce qu'on se doute qu'il y a quelque chose d'irréel, on va dire, qui se passe, qu'on n'est pas que dans du concret, du scientifique. Et mais on a du mal à le voir, on sent que c'est pas tout à fait palpable et ça met très, mais alors très longtemps à arriver sur le devant de la scène. Et quand ça arrive, tout est assez précipité, c'est super chouette ce moment-là parce qu'on se dit: «Ah, enfin, ça bouge, c'est intéressant». Mais il me manquait un truc. C'était super chouette tout ce qui était condensé justement sur la dernière partie du livre et la fin, même si j'ai pas aimé la fin. Mais vraiment tout ce qui était l'action, tout le côté mystérieux qui vient s'expliquer de bout en bout, le côté donc mystique, l'explication du manoir, qu'est-ce que c'est que cette étrange moisissure qu'il y a partout et qui semble assez perturbante pour Noémie. Ça y est, on sait, on comprend, mais il manquait quelque chose, je trouvais. C'était un peu trop tout condensé sur la fin, et la fin, comme je vous dis, bah, je suis restée sur la mienne de fin. Je m'attendais à tellement plus. Presque un tome 2 là, parce que là, il aurait fallu quelque chose, il aurait fallu une apothéose, je ne sais pas. Et j'ai trouvé que c'était un peu plat, malheureusement. Et quand, j'ai entendu que c'était, bah, la dernière minute audio, que j'écoutais, j'étais: «Ah bah, pourquoi?» Pourquoi? C'est là, tout était très bien et d'un coup,
Bref. Une belle lecture tout de même parce que je suis contente d'avoir enfin découvert Mexican Gothic. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai moins aimé le rythme et alors là, franchement, niveau, misogynie, racisme, et toutes ces petites choses que l'on n'aime pas bien, par contre là, alors là, pouh, il y a la foison dedans. Qu'est-ce que j'étais énervée par le côté étriqué des personnages qu'il y a dedans. Mais bon, c'était un détail, c'est vraiment fait pour l'ambiance, il y a une explication logique à cela, que je vous laisserai découvrir et je comprends maintenant quand les gens disaient après l'avoir lu, qu'on ne verrait plus les champignons de la même manière. Je trouvais ça assez rigolo dans ma tête, je sais pas, j'avais champignons égale, The Last of Us, pas du tout. Pas du tout, mais quand même une belle idée là-dessus que j'aurais voulu presque encore plus exploiter. Et enfin, enfin, il faut que je vous parle de ma lecture audio actuelle. Parce que oh, je vis un incroyable moment de lecture qui, je le sais, pour les 39 minutes restantes, va être un coup de cœur. Mon premier coup de cœur de l'année. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est parfait. J'aime tout. Le sang des innocents de S.A. Cosby. Oui, lui aussi fait partie du prix Livre-Addict. C'est pour ça aussi que je voulais le découvrir. Et aussi parce que j'entends énormément de bien de cet auteur pour tous les récits qu'il a écrits jusqu'à présent. Et j'avais très envie de découvrir cette plume dont tout le monde parlait, dont tout le monde ressortait ébahi. Et waouh, cette plume, elle est incroyable. Je suis fan de l'auteur, même si j'ai pas terminé le roman, je suis déjà fan, je veux lire tous les autres livres qu'il a écrits parce que cette puissance qu'il a au niveau du récit, de l'ambiance, de la narration, des personnages, j'aime tout. Et si je vous parlais un peu de quoi ça parle, parce que ça vous aide pas beaucoup de savoir que j'ai adoré cette lecture que je n'ai pas encore terminée. Mais donc, on est avec Titus, qui est le shérif du comté de Sharon, dans le sud des États-Unis. Et Titus est un shérif noir. Et même si on est en 2017, il y a encore des petits problèmes avec les blancs contre les noirs. Surtout qu'en Amérique, historiquement parlant, c'est assez ancré dans les mœurs qu'il y a toujours eu des problèmes entre blancs et noirs. Et là, bah donc, Titus, déjà, de par sa couleur de peau, il ne fait pas l'unanimité, mais quand il va y avoir un jeune garçon noir qui va tuer un professeur blanc, tout va partir en cacahuète. Parce que on va partir certes sur un meurtre très violent, qui va déboucher sur d'autres choses beaucoup plus violentes, avec des cadavres enfouis depuis des générations, avec des meurtres très sordides, violents, presque ritualisés, et qui vont transformer le comté de Sharon en une boucherie totale et qui va complètement terroriser la population, où Titus va se retrouver désemparé, dépassé par les événements, mais où il va y avoir, comme je vous dis, beaucoup plus que ça aussi de manière sous-jacente, parce qu'il y a donc un noir qui a tué un blanc. Et les guerres raciales vont reprendre de plus belle, peu importe si l'un ou l'autre avait raison, entre guillemets, de le tuer, peu importe si il y avait de la légitime défense, bref, la guerre est de retour, tant dans les cœurs que dans les mémoires, que dans les actions. Et cette plume justement qui nous décrit avec brio et avec émotion cette lutte constante de ces 2 clans, entre guillemets, des personnes aux couleurs de peau différentes qui ne s'entendent toujours pas. C'est quand même fou avec, le passé justement qu'il y a, ceux qui restent bloqués pendant les périodes des confédérés. Il y a toujours cette animosité constante et Titus, il est fatigué, on le sent, il est fatigué de tout ça. C'est très, très prenant, je trouve, les personnages, comment ils sont décrits, où Titus est un ancien agent du FBI qui est devenu donc shérif, qui a envie de donner de l'importance à son métier, qui en veut justement, qui veut aller de l'avant, qui veut, rendre la justice, elle qui veut être impartiale, quelle que soit, la couleur de peau, quelle que soit
le degré de richesse du personnage qui va être face à lui. Il veut être juste, il veut être impartial, il veut être un bon shérif. Et plus le temps passe, plus les crimes avancent et plus la population est terrorisée, plus elle s'énerve et plus il y a donc ce passé qui est toujours là et on sent qu'il décroche peu à peu. Il lutte pourtant, il ne veut pas abandonner son comté, ses habitants, sa famille, mais on le sent et c'est vraiment prégnant dans la plume tout le poids des événements qui est sur ce personnage incroyable qu'est Titus. Waouh! Mais comme je vous dis, mais cette, ambiance, cette histoire, ce côté culturel qu'il y a derrière, qui est imprégné dans le récit, cette ville de Charonne qui prend vie et qui devient un personnage, elle aussi, à part entière. On sent que au début, c'était juste une, on va dire, une introduction à la ville de Charonne, mais peu à peu, la ville appelle le lecteur, la ville explique au lecteur ce qui se passe, son histoire, son passé, les personnes qui vivent en son sein, et ça devient une personne à part entière qui fait vraiment partie intégrante du récit, très chouette. Et comme je vous dis, il me reste un peu moins, je pense, de 39 minutes d'écoute. Et les 10 heures passées, je les ai mais adorées. Et je suis sûre que les 39 minutes restantes, je vais les adorer également, à moins d'un énorme revirement flop. Franchement, ce qui m'étonnerait, c'est que pour le moment, je suis sous le charme de cette plume, de cet auteur, de cette histoire, de cette ambiance, de ces personnages, bref, de tout. Et je ne peux que vous conseiller à 3000 de céder à l'appel de S.A. Cosby parce que franchement, c'était waouh, c'est noir, hein, c'est vraiment un policier, pas dur à lire point de vue, quoique si, il y a quand même des passages assez sanguinolents vu que le tueur est assez, imaginatif, on va dire. Mais vraiment point de vue, culturel, waouh! Il fait quelque chose, il est vraiment très puissant et j'ai donc adoré cette lecture. Et je pense que je vais, en reparler tout au long de l'année. Il va certainement faire partie de mon top de 2026 alors qu'on n'a même pas fini le mois de janvier, mais c'est sûr que celui-ci va en faire partie. Et j'ai donc très envie, comme je vous dis, de découvrir les autres écrits de l'auteur. Pour le moment, je lui voue, un culte, même si je n'ai lu qu'un seul de ses romans. Donc racontez-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que vous avez déjà lu des livres de cet auteur et notamment, est-ce que vous avez lu Le sang des innocents? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'on puisse échanger ensemble là-dessus, parce que moi, Monts et merveilles, je lui voue un culte. Et c'est donc ici, je pense, que je vais arrêter la vidéo parce que je vois qu'en plus dehors, ça s'assombrit de plus en plus, ça sent la pluie qui arrive encore dans le sud. Donc, avant que mon éclairage soit complètement pourri, je vais clôturer ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour le premier vlog de l'année. N'hésitez pas à échanger avec moi au niveau des commentaires. Et sinon, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!